Bonjour à tous. Je voudrais remercier les passeurs parce que c'est formidable de pouvoir faire ça, surtout en ce moment, mais ici, et puis dans cette salle magnifique. Donc remercier le cinéma aussi de m'accueillir et de nous accueillir. Donc ce que j'ai proposé là de faire, c'est effectivement de donner cette approche que j'enseigne depuis maintenant un bon nombre d'années, depuis je dirais 83, 84, quelque chose comme ça, qui est finalement une réflexion à partir des pratiques que j'ai eues en travaillant pour le cinéma, en travaillant pour le théâtre et pour le disque pendant 45 ans. Donc ça s'est développé sous différents axes, et les axes finalement du cinéma ou du théâtre ne sont pas les mêmes, du disque non plus. Et c'est là où je me suis rendu compte que finalement le sonore avait différents modes de représentation. C'est un mode de représentation, mais d'une part c'est pas le même que celui du visuel. C'est-à-dire que pour l'image, on cadre, on a un espace qu'on délimite, quand on a une caméra, on choisit une focale, on a donc une certaine profondeur de champ, on fait un point, donc on va préciser dans une image une zone que l'on va désigner. Et au son, il n'y a pas ça du tout. Et finalement, le son représente autrement. Et c'est très curieux d'ailleurs, cette façon d'assembler le son et l'image au cinéma, parce que c'est deux modes de représentation qui sont accolés et qu'on a fini par accepter comme étant une vérité d'une représentation de la réalité, qui est un réel, en fait, reconstruit. Alors déjà, nous reconstruisons, puisque regarder, c'est reconstruire. Notre cerveau n'arrête pas de reconstruire tout le temps. C'est-à-dire que, par exemple, rien qu'au niveau de la vision, les bâtonnets qui sont au centre de notre œil voient la couleur. Mais tous ceux qui sont à la périphérie ne voient pas la couleur. Ils voient en noir et blanc. Et notre cerveau refabrique de la couleur partout. Donc déjà, regarder, c'est reconstruire dans notre tête. Alors, effectivement, on a des outils de captation, par exemple, et qui sont aussi des outils de reconstruction, de construction d'une réalité, et en fait, donc, d'une représentation. Et c'est ça la question pour moi qui s'est posée tout au long de mon travail. C'était, finalement, c'est quoi représenter avec du sonore en regard d'un espace, alors soit de l'espace d'un écran, soit d'un espace théâtral qui est très différent, puisque il y a des êtres qui sont là en chair et en os, et au théâtre on a un récit qui n'est pas du tout le même que le récit cinématographique, puisqu'il travaille avec le temps d'une autre façon. Au théâtre, le temps est complètement elliptique, même élastique, on pourrait dire, c'est-à-dire que les scènes peuvent être contées, peuvent être racontées, etc. Et alors que dans le cinéma, on est dans un chronos, dans un temps réel qui se décompte devant nous. Et donc, finalement, fabriquer le sonore pour le théâtre, ça veut dire qu'il va falloir reconstruire avec le son d'une autre façon que la façon dont on construit au cinéma. Et ça serait quoi finalement la différence, et en quoi finalement on pourrait modifier la représentation temporelle, par exemple. Alors, un exemple simple, au théâtre, acte 1, il pleut. Bon, les gens du son, ils mettent de la pluie, quoi. Voilà, on ouvre les magnétos, on diffuse une belle pluie qu'on a enregistrée soigneusement, etc.
Sauf qu'au bout de 2 minutes, 3 minutes, c'est plus possible, quoi. On se dit, mais arrête un peu la pluie, quoi. Ça va, ça suffit, il y en a trop, quoi. C'est pas possible. Et effectivement, ça devient ennuyeux, quoi. Il y a quelque chose qui a une espèce de surprésence, qui est une espèce d'excès de présence. Et alors pourquoi ça? Pourquoi finalement au cinéma ça marche et au théâtre ça marche pas? Alors on est dans comment dire, dans la réalité au théâtre, parce qu'il y a des corps vivants et on est avec eux dans quelque chose qui se joue devant nous. Et donc on est dans une perception qui n'est pas une globalité mais qui est une différence. C'est-à-dire que tout n'est pas ramené dans un même médium comme est le cinéma, mais on est devant des gens qui sont vivants devant nous comme dans la réalité du monde, même si il y a une transposition dans l'histoire, dans un espace, dans un autre lieu, dans un autre pays, dans un autre temps. Et ce vivant, finalement, qui est devant nous, c'est un monde dans lequel on va choisir les choses. Et c'est quoi, finalement, écouter le monde dans la réalité de notre quotidien? C'est choisir. C'est-à-dire, c'est sans cesse éliminer des quantités de choses pour pouvoir suivre que les choses qui nous intéressent. Alors, c'est très curieux parce qu'en fait, cette écoute du monde qu'on a en permanence, on ne se rend pas compte qu'elle est comme ça. On ne voit pas qu'on est sans cesse en train de choisir. Quand vous êtes au café, que vous parlez avec quelqu'un, toute l'ambiance du café disparaît. Il n'y a plus que votre chérie qui est devant vous, et vous échangez avec elle, et le monde a disparu. Pourtant, au niveau de ce qu'on appelle les ambiances sonores, ça peut être chargé, quoi. Ça peut être très, très chargé. Et si, par exemple, la personne qui est devant vous au café, c'est quelqu'un que vous interviewez, par exemple, eh bien, vous allez mettre votre microphone sur la table et vous allez parler avec cette personne. Quand vous allez réécouter l'enregistrement, ce que vous allez obtenir n'est pas du tout l'écoute que vous aviez eue en direct, qui était une écoute qui évacuait le monde. Mais ça devient quelque chose qui est une espèce de charge globale de tous les éléments de pression qui coexistent. C'est-à-dire, finalement, le son, c'est des micropressions. Le microphone, c'est un baromètre. Il nous prend l'état des pressions dans un espace, quoi, à un point donné. Et du coup, il va falloir que votre cerveau aille rechercher dans l'enregistrement la chose qui vous intéresse. Mais sauf que dans l'enregistrement, il n'y a pas possibilité de dissocier les éléments qui ont été rassemblés. Et vous dites, ah mais mon caméscope, il n'a pas un bon micro, ou mon enregistreur, mon micro, il n'est pas bon, etc. Or, votre micro, il est très bon. Et votre caméscope, il est très bon. Mais ce n'est pas ça la question. La question, c'est que il n'y a pas derrière ce micro un cerveau. Et lorsque vous réécoutez, tous les éléments ayant été mêlés, c'est-à-dire on a mélangé le blanc et le jaune et on a fait une omelette, quoi. Et si on a l'omelette, on ne peut pas retrouver le blanc et le jaune. C'est ça la question fondamentale du sonore. Dans l'aporie, on peut dire, c'est-à-dire l'impossibilité que l'on a de s'en sortir avec les outils que l'on a. On pourrait dire que les outils sont inadaptés au travail du sonore. Et donc il va falloir tricher, il va falloir reconstruire, il va falloir démonter, il va falloir faire une déconstruction, comme dirait l'autre. C'est-à-dire, eh bien, reprendre les éléments séparément, les isoler d'une certaine façon. Alors comment on isole pour le son? Pour pouvoir les reconstruire. Alors, isoler, c'est quoi, finalement? Au son, ce que l'on a trouvé de mieux jusqu'à présent, c'est se rapprocher. Alors, je vous disais, l'image, elle cadre. Elle peut faire le point sur l'œil, et puis rattraper le point et montrer l'oreille. Et rien qu'avec cette image, ça indique cette personne est en train d'écouter. Juste déplacer la zone de netteté. Au son, on a une prise de son qui est
global, c'est-à-dire que même si le microphone est directionnel, alors c'est quoi un microphone directionnel? C'est en gros une loupe, c'est-à-dire ça va dans un facteur par exemple de 2 favoriser une zone qui se trouve devant le micro, dans l'axe du micro. Par exemple, ce qu'on appelle un hyperdirectionnel, un hypercardioïde, c'est un micro qui permet, en se plaçant ici, à 2 mètres d'une source, d'avoir le résultat en format le même qu'un micro omnidirectionnel qui verrait tout autour à 1 mètre. C'est tout ce que ça fait. Mais si on est derrière un micro hypercardioïde, directionnel, eh bien, et qu'on parle, eh bien, on va nous entendre. Ce n'est pas du tout comme un cadre de caméra qui ne montre pas ce qu'il y a hors cadre. Et du coup, on va attribuer, toujours au son du cinéma, le hors-champ. Mais c'est par défaut. C'est par défaut, parce que le microphone ne sait pas faire autrement que de montrer le hors-champ. D'ailleurs, quand on parle de hors-champ, on pense à partir de l'image. Et on ne pense pas à partir du son. Il faudrait d'ailleurs, quand on fabrique du cinéma, se dire, eh bien, du point de vue de la représentation sonore, comment c'est construit? Qui écoute ces films en les montant séparément, avant même de les mixer? Personne, très peu de gens. C'est-à-dire retirer l'image et puis écouter, quoi. Écouter ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça travaille, ça? Et quels sont les facteurs qui travaillent et quels sont les éléments qui travaillent? Et avec quoi je pourrais finalement faire travailler encore mieux ce son par rapport à l'image? Donc il y a là, si vous voulez, quelque chose à comprendre dans cette impossibilité qu'a le sonore de découper les choses, d'aller les chercher précisément, etc. Il y a là une question qui se pose en permanence et qui nous oblige à choisir, c'est-à-dire à déconstruire et à se dire quels sont les éléments strictement nécessaires et suffisants pour cette image. C'est-à-dire combien de sons, par exemple, pour cette image. Or, on voit actuellement qu'on n'est plus du tout dans la même procédure dans laquelle on était dans les années, disons, jusqu'à l'arrivée du numérique, jusqu'à 85, 86, 90. Avant, ça se passait comment? Eh bien, disons que dans la période entre les années 50, vers 55, quand arrive le son magnétique, et puis l'arrivée du numérique, on travaille en gros avec une douzaine de pistes, une douzaine de dérouleurs, et puis on mixe, bon, des fois on fait des pré-mixages, on mixe, disons en gros, les films comptent énormément de sons, par exemple je pense à un film de Jacques Tati qui s'appelle Playtime, qui était une espèce de grosse production, 70 mm, etc. Il y avait 13 pistes. Et il était en 4 canaux à l'époque. Il était diffusé, c'était plus que d'ailleurs de la stéréo. Donc c'était très peu de pistes. En ce moment, on mixe les films régulièrement avec 300, 350 pistes. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Cette espèce d'expansion du sonore. Le sonore serait le lieu du plus-plus, serait le lieu d'une valeur ajoutée, enfin, et d'un blanc plus blanc que blanc, enfin. Non, au contraire. Et ce qu'avaient compris justement des gens comme Jacques Tati, c'est que c'est par le son que l'on désigne dans les images. C'est-à-dire, lui, il peut nous montrer, dans Mon oncle, un plan général montrant la maison des Harpel, et puis dedans, tout petit, M. Harpel qui est en train de prendre son café, et de ce grand plan où on voit au-dessus des arbres qui bougent, du vent, etc., où maintenant n'importe quel monteur de son aurait rajouté un vent pour justifier le mouvement, eh bien, lui, il place un son juste de la cuillère qui tourne le café. Et donc, tous les spectateurs regardent ce détail dans le plan. C'est-à-dire qu'il fait par là l'économie d'un plan qui va être resserré et qui va nous montrer le détail, etc. Et il nous met finalement dans un regard de l'image qui n'est plus celui de l'action du cinéma, mais qui est celui de la stase photographique, qui est le regard sur le tableau. Et Tati travaille entre les deux tout le temps, entre l'action qu'il détermine uniquement par les éléments qu'il met en jeu, qu'il fait sonner dans l'image, et ce qu'il nous montre, et il nous montre les choses souvent avec une certaine distance, dans une certaine distance.
On retrouve ça maintenant avec des cinéastes comme Loznitsa qui travaillent ça d'une autre façon, mais qui travaillent aussi sur la distance, c'est-à-dire écouter le monde, écouter à l'écart, regarder les gens de loin. Alors, le problème du son, c'est qu'effectivement, si on est loin, on a quoi? Eh bien, on a un brouhaha, on a, disons, quelque chose qui est confus, qui est entremêlé, qui est lointain, qui est flou. C'est pas pour ça que ça n'a pas de couleur. Les lointains, ce qu'on appelle les ambiances, sont tout le temps colorés. Ça a 1000 natures différentes. Hein. Même si les choses s'apparentent, le périphérique à Paris, à une certaine heure au loin, ça pourrait paraître la mer. Hein. Il y a des choses comme ça où les choses se fondent et puis disparaissent. Hein. Le son, c'est quelque chose qui apparaît et qui disparaît. On a au son tout le temps la volonté de s'approcher pour donner du sens et pour signifier. C'est-à-dire que si on est loin, eh bien, les choses sont confuses, elles n'ont plus leurs caractéristiques, finalement, qui est cette qualité que l'on attend du son, qui est de sentir, on pourrait dire, la plasticité du sonore, c'est-à-dire quelque chose qui a à voir avec notre toucher, qui a à voir avec un corps à corps que l'on aurait avec la matière, c'est-à-dire quelque chose auquel on pourrait accéder. Le sonore, ça serait le lieu qui nous donnerait accès. C'est ça notre volonté d'écouter de près. Mais il y a une limite. Hein. Même si votre chéri vous parle à l'oreille, si c'est trop près, vous le repoussez légèrement. Quoi. Voilà. Il y a une limite, qui est notre limite de notre pouvoir d'être affecté. C'est trop d'affect. Voilà. Mais, jusqu'à une certaine distance, c'est jouissif. Ce que l'on entend, c'est la proximité du corps de l'autre, ou la proximité de l'objet, c'est-à-dire sa rugosité, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre du tactile. Je peux y mettre la main, quoi. Je le possède. En tout cas, je peux négocier avec. Il y a là quelque chose qui est de l'ordre d'un échange. Et même si cet objet est inerte, et ça c'est très intéressant parce que c'est ça la question de l'écoute. Lorsque je parle à quelqu'un, j'ai besoin de sentir son silence. J'en parlais tout à l'heure à propos de Zoom, on ne sent pas le silence de l'autre. Quand on fait moi je fais des cours sans arrêt par Internet, c'est épouvantable, c'est fatigant parce qu'on n'est pas encore accord avec l'autre. Et c'est parce qu'on se sent, et même si on est un peu loin, c'est parce qu'on se sent qu'il y a là un désir. Et votre silence fait partie évidemment de la situation sonore de l'espace. C'est-à-dire, c'est parce que vous faites silence que je peux parler. Il y a là, dans la production, votre production silencieuse, quelque chose qui alimente ma parole. Et donc, je sens d'autant mieux votre silence qu'on est proche. Je sens d'autant mieux votre silence que, finalement, je vais accéder aux mimiques de votre visage, mais aussi, dans votre réponse, je vais accéder à quelque chose qui est de l'ordre du très petit, des infimes nuances. Et ces infimes nuances, elles disent quoi? Eh bien, elles disent, finalement, votre affect, vos émotions. C'est-à-dire que ce que l'on écoute de l'autre, ça n'est pas les grosses choses, c'est les toutes petites choses. C'est des toutes petites nuances. Mais ça ne veut pas dire forcément haute qualité, haute fidélité, comme on disait jadis. Parce que même avec un micro moyen et avec un cassette, on sent ça. Et c'est pour ça que cette question de la qualité, je vous montrerai dans la séance prochaine, parce que c'est très intéressant, un film qui a été fait à partir d'enregistrements, c'est au moment des Twin Towers, quand les tours sont tombées à Manhattan, c'est l'enregistrement des discussions entre la tour de contrôle et les avions. Avec les pilotes ou avec les gens qui ont détourné les avions, etc. Il y a un film qui a été fait là-dessus. Et même si le son est extrêmement pourri, on dirait, hein, de très mauvaise qualité,
Et même un pilote d'avion de chasse, on entend sa voix à travers les capteurs qu'il a à la gorge, hein, puisqu'ils ont des masques, ils ne peuvent pas parler dans un micro, ils ont des capteurs sur la gorge. Eh bien, dans cette mauvaise qualité, dans cette sous-qualité, parce que c'est sur Internet, etc., et puis c'est des lignes qui sont mauvaises, on sent la tension, l'immense sensibilité qui est en jeu là. Je crois que ce que l'on va chercher dans le son, c'est toujours ce qui nous échappe, ce qui pourrait nous échapper. Et je crois que s'il y a quelque chose de très important, c'est que l'on va chercher des indices sur ce qui pourrait se passer ensuite. Ça, c'est très très important. On est toujours dans ce qu'on appelle la protension, c'est-à-dire une nécessité à partir du présent de devancer l'avenir. Et c'est les indices du présent qui nous disent l'avenir. Alors jusqu'où? Pas très loin, mais... Et c'est ça que l'on va chercher, c'est-à-dire on veut pouvoir se préparer à ce qui va survenir. Vous savez que l'écoute est beaucoup plus rapide à être analysée que la vision. Et notre cerveau analyse d'abord les données de l'oreille, extrêmement rapidement. Parce que c'est l'oreille qui indique ce qui se passe au coin de la rue et la voiture qui va débouler ou la moto qui va débouler, enfin ou le loup qui arrivait, quoi. Je veux dire, c'est antédéluvien, quoi. Il y a quelque chose là qui est animal, hein, et on est avant tout des êtres qui nous protégeons, et notre écoute, elle est fondamentalement une écoute de protection avant d'être une écoute désirante. Avant d'être l'écoute qui me permet de me concentrer sur une source qui m'intéresse et qui me passionne et que j'ai envie de suivre, eh bien, je surveille mon environnement. Au café, j'ai beau être avec ma chérie, si la table se renverse à côté ou la chaise se renverse, la conversation s'arrête et je regarde. Ou si une moto dans la rue arrive derrière nous, je prends mon ami et je l'amène sur le trottoir. Il y a là quelque chose qui devance toute notre volonté de jouir de ce que l'on a choisi de jouir. Donc ça, c'est très important parce que ces deux écoutes coexistent en permanence. Et alors, du coup, notre écoute ne peut pas être continue. Et ça, c'est une donnée fondamentale. C'est-à-dire que le magnétophone qui, lui, enregistre en continu, il ne fait que de la continuité. Hein, avant, on avait la bande, maintenant, c'est l'horloge numérique. Eh bien, c'est une façon d'inscrire un temps qui n'a rien à voir avec notre temporalité à nous. Le simple fait de fermer les paupières, hein, quand on cligne des yeux, c'est le reset de notre cerveau. Notre cerveau se remet à zéro, il liquide tout ce qu'il y a eu pour pouvoir être frais à nouveau, pour capter ce qui arrive. Nos oreilles, évidemment, n'ont pas de paupières, mais c'est notre cerveau qui a l'aptitude en permanence de rejeter les choses et de stocker certaines choses. Et cette façon de rejeter, c'est une façon qui est, comment dire, vitale. Parce que s'il y a trop, on ne peut plus recevoir. Si on écoutait tout, si on veillait à tout ce qui se passe tout le temps autour de nous, on serait déjà mort depuis longtemps. On serait épuisé en rentrant le soir, on ne pourrait même pas aller jusqu'au soir. Donc, nous devons faire des coupures, en fait, sans même s'en rendre compte, et c'est ça aussi une des données qui est importante et qui fait que le son est oublié, c'est que ça marche tout seul, quoi. On n'a aucune conscience de notre écoute. Aucune conscience de notre écoute. On a une conscience de la vision, pourquoi? Parce qu'il y a la stase. Ici, qu'est-ce qui bouge? Une tête, un bras, etc. C'est tout. Les murs, les plafonds, les chaises, tout ça, ça reste fixe. Le cerveau laisse tomber. Au son, c'est pareil. Vous êtes dans un lieu, vous écoutez une personne.
Au début, vous entendez l'acoustique du lieu, mais au bout de quelques secondes, l'acoustique, elle a disparu. Et à quel moment on entend les acoustiques? Et ça, c'est pour nous un facteur intéressant pour le montage son, etc. Enfin, c'est que dès qu'on passe un seuil, quand on passe une porte, on entend l'acoustique. Et du coup, entendant la nouvelle acoustique de l'espace dans lequel on arrive, rétroactivement, on se souvient de l'acoustique qui précède. Donc, le lieu du seuil, c'est-à-dire la porte, par exemple, si je passais la porte et que je me mettais à parler de l'autre côté, vous verriez tout de suite l'acoustique du lieu. Or, si je reste dans cet espace pendant un certain temps, eh bien, notre cerveau abandonne notre conscience de l'acoustique. Sauf si elle est trop importante. Exemple, l'église. L'église, l'acoustique est dominante et c'est un élément qui n'arrête pas de dire sa présence parce que c'est sans cesse excité par la voix, par une chaise, etc. Donc, dès l'instant où on a repéré quelque chose qui est un invariant, par exemple, vous êtes dans votre cuisine, votre frigidaire, vous l'entendez quand? Quand il démarre, quand le moteur démarre, ou quand il s'arrête. C'est-à-dire au seuil, aux ruptures. Tout le reste du temps, vous n'entendez pas le frigo. Mais si vous faites une interview chez vous, dans votre cuisine, de quelqu'un, sur la bande, vous allez entendre le frigo en permanence. Alors, qu'est-ce qu'on fait au cinéma? Est-ce qu'il faut mettre le frigo tout le temps? Parce qu'il est tout le temps là? Ben non, c'est évidemment non. On arrête les frigos dès qu'on tourne. Pourquoi? Parce qu'on va faire un son seul du frigo et qu'on va décider à quel moment on fait entendre le frigo. Et bien, quel intérêt on aurait de faire entendre le frigo d'abord? Eh bien, c'est quelque chose qui dirait que si on entend le frigo, c'est que d'un seul coup, il y a du silence. Et que c'est finalement le silence, on le fait apparaître par ces signes. Alors, quand ils sont grossiers, on a oublié ça, on ne le fait plus. Jadis, c'était la goutte d'eau, c'était des choses comme ça qui étaient des signes de silence. Si on regarde par exemple le premier film de Jean-Pierre Melville, Le silence de la mer, d'après le roman de Vercors, tout le travail du film qui travaille sur le silence, puisque c'est un nazi qui est chez l'habitant, qui habite dans une maison dont les gens sont pas résistants, mais qui lui résistent. Il résiste en ne lui parlant pas. Et bien, comment on entend ce silence? Il fait monter la comptoise, hein, l'horloge, plus haut que la normale, à certains moments. Et cette accentuation, cette incrémentation du son fait que le surgissement de l'horloge fait que, eh bien, ça fait silence. Et le silence, c'est pas du creux, c'est un plein qui est d'une autre nature que le plein ordinaire. C'est le plein d'un autre objet que l'objet ordinaire. Alors ça, on pourra développer sur cette question du silence, parce que c'est une question fondamentale et qui n'est pas vue. C'est-à-dire on pense que le silence, c'est du négatif. Pas du tout, c'est du positif. Et c'est du positif complexe. Et c'est du positif qu'il faut mettre en œuvre, qu'il faut mettre en charge. On pourrait se dire, quand on a fini la montage son d'un film, et si je l'écoutais du point de vue du silence? C'est-à-dire, changeons de paradigme. Disons par exemple, ça serait quoi le silence de ce film? Et en quoi le silence serait nécessaire à ce film? Parce que bien évidemment, il y a des films qui sont entièrement construits sur le silence. Il y a un film de Cavalier dont je vous montrerai un extrait qui s'appelle Libérame, qu'il a fait juste après Thérèse. C'est un film qui montre l'état d'enfermement, la privation de liberté. C'est une population qui est raflée et qui est tenue par ses bourreaux, on va dire ça. C'est n'importe quand, n'importe où. Il n'a pas défini les costumes, on ne sait pas de quel pays il s'agit, on ne sait pas... Bon, les armes, il dit, c'est des armes en bois, donc ça définit les dernières armes en bois, c'était vers 90 en Belgique, les crosses en bois, etc. Et donc ça commence au fusil Lebel, quoi.
Donc, voilà. Mais pour faire ce film, il a décidé de ne pas produire de paroles. C'est un film de fiction d'1h30 sans paroles. C'est un film de fiction d'1h30 sans musique, pour pas commenter ce qui les paroles diraient, quoi, normalement. Et donc il n'y a que du son direct, que le son des choses qui sont faites. Et ça va jusqu'à la torture. Sauf qu'il ne prend pas les scènes de torture, où il y a les cris, mais il prend les scènes avant la torture et après la torture. Et il y a là, dans cette absence, dans ce creux, de cette mise en creux, mise en dépression du sonore de ce film, quelque chose qui est envoûtant, qui est terrible parce qu'on le vit physiquement. Le fait de ne pas avoir de parole, d'être privé, voilà la privation de liberté dont il parle, eh bien, il l'exprime là, à cet endroit, en nous privant du dialogue, en nous privant de la musique, etc. Et ce que l'on sent, c'est le toucher. C'est le toucher le son du pain qui est déjà rassis, le son de la bidoche, la viande qui est coupée par les bouchers. Alors, il n'a pas pris d'acteurs, puisqu'il n'a pas parlé, il a pris des gens à l'agence pour l'emploi. Il a fait un énorme casting, il a pris 1000 personnes. Il en a gardé 70, puis une quarantaine, 35-40. Et il n'avait pas de scénario. Il a construit au jour le jour, dans un studio, qu'il a eu par contre, son luxe, c'est qu'il avait le studio pendant 1 an. Et il a construit, jour après jour, ces scènes, avec les gens qui étaient là pour leur métier. C'est-à-dire que la femme qui tient le bistrot, c'était son métier, les bouchers, ils savent faire des roast beef, etc. Donc les gestes sont justes. Et ça, c'est très important. Et ce que l'on entend, c'est justement cette justesse du geste. Et à travers cette justesse du geste, on entend le son de la viande maigre qui est donnée au bourreau, n'est pas la même que le son de la viande grasse qui est donnée aux prisonniers. Et il y a là tout le temps, dans tous les gestes, du rasoir qui lacère le lit, à la pompe à bière qui est cassée avec une masse, ou l'appareil photo qui est cassé avec une masse, il y a là quelque chose qui dit la relation par le toucher. Et il n'y a pas besoin de parole à cet endroit-là. Et quand on finit le film, on est complètement affecté. C'est très étonnant. Et alors, du coup, ça m'a intéressé quand j'ai découvert ce film, par hasard. Je me suis posé cette question pour une conférence que je faisais à l'USAS, et il m'avait demandé de définir le sonore du documentaire. Et évidemment, j'ai cherché pendant un certain temps, j'ai travaillé 4 mois là-dessus, en me disant, mais c'est quoi? On va regarder plein de films, on va regarder des fictions et puis des documentaires, on va voir la différence. Aucune différence. Aucune différence. Que ça soit de la fiction ou du documentaire, la question du sonore, c'est la question de la relation. La relation, elle est dans le documentaire comme dans la fiction. Ce que le sonore nous dit, c'est comment. C'est pas tellement où, c'est pas tellement quand. Ça, c'est l'image. Mais le sonore dit comment. Et le comment, il existe autant dans la fiction que dans le doc. Et je crois que... Alors, du coup, je me suis posé la question, je me suis dit, on va essayer de comprendre quels seraient les territoires du sonore. Parce que, finalement, il y a des territoires. Les voix, le territoire des voix n'est pas le territoire des musiques. Et le territoire des bruits n'est pas le territoire des voix. Ce sont des mondes qui coexistent, qui existent ailleurs que dans le cinéma. On a, par exemple, des films... Alors, c'est ça que j'ai essayé de faire, c'est de trouver des films qui ne travaillaient qu'avec des bruits. Celui-là, c'est une fiction qui travaille qu'avec des bruits. Mais il y en a d'autres. Si vous regardez Notre pain quotidien, par exemple, le film de Nicolas Gerhalter sur la bouffe, sur l'industrie de la nourriture actuelle, eh bien, c'est un film où il n'y a ni musique, ni voix. Pas de voix off. Que le son des choses. Et mieux que ça, au lieu d'accentuer les choses,
c'est-à-dire de montrer les milliers de poulets qui sont assemblés dans des salles et de pousser le son pour faire un truc violent. Il fait l'inverse. Il adoucit tout, il rend tout mou. Déjà, tout est déjà sous blister, tout est déjà dans la boutique, quoi. Il rend tout très soft. Et cette façon d'agir fait que l'écart que l'on prend, parce que c'est ça représenter, c'est fabriquer un écart avec la réalité du monde pour pouvoir la donner à voir. S'il n'y a pas d'écart, on ne voit rien. Et le but de la construction sonore, radiophonique ou cinématographique, hein, c'est la même, ou discographique, c'est comment on fabrique l'écart. C'est exactement comme la peinture. La peinture a avancé à travers les siècles en modifiant peu à peu la nature de son écart. Avec l'invention de la perspective, il y a tout un tas d'éléments qui sont arrivés peu à peu, puis ensuite on perd les lignes, hein, au moment de l'impressionnisme, c'est la touche, enfin c'est plus du tout le trait, quoi, etc. Et puis on passe à l'abstrait. Il y a là quelque chose qui se constitue pour faire apparaître quelque chose d'autre au fur et à mesure de l'avancée. On quitte le portrait pour montrer le paysage, etc. Et il y a là, dans ce modèle, qui est le modèle de l'image, enfin, ou du photographique, parce que le photographique aussi a son histoire et a son avancée. Hein, les premières photos, c'est une table avec une pomme, c'est-à-dire une nature morte. Une nature coite, comme on disait jadis. C'est intéressant, ça. Nature silencieuse, une nature coite. Et ensuite, évidemment, on commence à montrer les visages, on commence à montrer les corps, on commence à montrer... Le cinéma commence comment? Il commence avec deux choses. Il commence avec les frères Lumière qui mettent en scène, c'est-à-dire ils disent aux ouvriers de leur usine, vous allez venir en dimanche parce qu'on va vous filmer. Hein, et tout le monde est bien habillé, etc. Les sorties des usines Lumière, tout le monde est habillé, pas du tout de la fin. Et il y a plein de prises, il faut recommencer plusieurs fois. Hein. Donc c'est vraiment une mise en scène. Pourtant, c'est le premier film. Et pareil pour Méliès. Méliès, lui, il travaille autrement. Et d'ailleurs, ces deux axes sont très intéressants parce qu'au son, on peut travailler justement selon ces deux procédures. Méliès, lui, il fait comme Cavalier. Il est dans un studio, au silence, donc comme au théâtre, un lieu où tout est évacué, et dans lequel on va convoquer un certain nombre d'éléments, qui sont les éléments qui vont faire jeu. Donc je vais associer la présence pour faire sens. Mais évidemment, c'est toujours quelque chose qui est ramené à un niveau beaucoup plus elliptique et beaucoup plus, symbolique, on pourrait dire, par rapport à la réalité du documentaire selon Lumière. On a chez Méliès des décors, des objets qui sont stylisés. On a des mouvements qui sont réduits, des zones de travail des acteurs très réduites dans l'espace. Beaucoup moins qu'au théâtre, qui déjà, lui, est une réduction, puisque pour représenter la salle du trône au théâtre, on a juste la surface d'un plateau, et selon la tournée, le plateau il va être plus ou moins grand, et le nombre de hallebardiers, il n'y en a plus maintenant, mais à une époque, on mettait 3 hallebardiers pour représenter les 50 hallebardiers. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui fait signe. Hein, c'est une espèce de reconstruction de la partie pour le tout, quoi. Il y a quelque chose là dans la reconstruction du sonore à penser de ce côté-là. C'est-à-dire que fabriquer le son pour le cinéma, ça serait se dire quel est le nombre d'éléments indispensables à cette scène.
le nombre d'éléments sonores. On peut le dire d'ailleurs pour les éléments visuels, et on ne se prive pas de le faire, parce qu'en faisant le point, en éclairant, etc., en faisant les ombres où on veut, on construit évidemment ce que l'on représente. Au sonore, c'est beaucoup plus difficile. Et même les castings de voix, qui fait des castings de voix? Personne. La pub. La pub fait des castings de voix, c'est tout. C'est-à-dire, on prend la voix comme si ce n'était pas un objet sonore, mais c'est un objet sonore. C'est quelque chose qui ne joue pas de la même façon selon les voix, quoi. Imaginez les Shadocks avec une autre voix que celle de Pied-Plu, quoi. Vous voyez, il y a quelque chose là dans l'adéquation ou l'inadéquation d'une voix et d'un corps qui est très très intéressante. Le théâtre ne le pense même pas. Le théâtre n'est même pas... Moi j'ai travaillé, je ne sais pas, 45 ans voilà, au théâtre, avec beaucoup de monde. Et je peux vous dire, il y en a jamais. Voilà, ça résout le truc. Jamais la question sonore n'est pensée dans la phonation. Alors si, dans la façon, voilà, l'élocution, alors il y a des traités même au XIXe siècle, etc. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est quoi, enfin, Barthes parlait du grain de la voix, mais c'est bien au-delà de ça, quoi. C'est quoi cette matière, ou cette difficulté, ou cette impossibilité de la parole, ou ce silence, ou cette façon de soutenir une parole, ou au contraire de la suspendre, quoi. Et c'est curieux, quand j'ai commencé à travailler au théâtre comme acteur, je débutais, j'étais jeune étudiant, j'étais à Vincennes, à Paris 8 à l'époque. Il y avait un enseignant, et je n'avais rien compris à l'époque de ça, qui s'appelait Alain Astruc, c'était le frère du cinéaste Alexandre Astruc. Lui était avec quelques problèmes psychiques. Sortait d'un hôpital et elle n'allait pas très bien, mais il avait une chose formidable qu'il nous donnait, c'était de travailler la voix à partir du souffle, en bas. Alors on travaillait sur Lautréamont, à partir voilà, de cet endroit-là, pour la parole, et qui est qu'il y avait quelque chose qui était d'un sonore qui se situait dans le souffle. On trouve ça assez magnifique. Il faudrait que je vous passe cet extrait aussi dans le film de Van der Keuken, qui lui s'occupe du son, hein, le cinéaste documentariste génial, qui s'appelle Big Ben, où il fait un film sur Ben Webster, qui est un saxophoniste de jazz qui travaille avec le souffle. C'est avant que le son sorte. Eh bien, il y a là, dans ce souffle, une présence du corps, une incarnation, quelque chose qui est bien au-delà de la mélodie et de la ritournelle, comme disait l'autre. On est dans quelque chose là qui est palpable, absolument, qui est palpable. Voilà. Et ce que je reçois de toi qui me parle, c'est ton corps qui vibre devant moi. C'est l'émotion de ton corps qui vibre. C'est ça l'écoute de l'autre. C'est ton corps, c'est le toucher de ton corps. On dit « sa voix me touche ». Et je pense qu'il y a à cet endroit quelque chose qui est très très important. Parce que si le toucher est là, il y a la relation qui est établie de manière extrêmement puissante. Libre à nous de décrocher. Mais elle est embrayée. Et ça, c'est le sonore qui peut permettre ça. J'ai l'impression d'avoir fait qu'une seule phrase, mais... On avance un peu. Vous voyez, je ne sais pas si vous commencez à entrevoir ce que c'est que la question du sonore. C'est quelque chose qui n'est pas du tout à l'endroit où on le place. On le place tout le temps à l'endroit des outils. Mais ce n'est pas les outils. Enfin, c'est comme si on disait écrire un livre, c'est le stylo, quoi. Mais ce n'est pas le stylo, écrire un livre. D'ailleurs, on peut écrire avec du charbon de bois. On peut faire un tableau avec du charbon de bois ou avec un aéro... Voilà. On peut tracer avec ce qu'on veut.
Vous savez, j'ai retrouvé, j'ai un ami américain qui a fait un travail magnifique, qui a, avec un système laser, refait apparaître ce que Scott de Martinville avait enregistré en 1860. Parce que l'enregistrement date de bien avant Edison. C'est Scott de Martinville qui, ayant un neveu qui est sourd, donc il s'agit d'une machine médicale, l'enregistrement commence par la médecine, fabrique une machine qui va permettre d'inscrire sur du noir de fumée qui est couché sur une feuille de papier une oscillation qui représentera la parole. Et il pense qu'à travers cette oscillation, qu'on voit maintenant sur tous les bancs de montage de son, qui est une oscillation de l'intensité, il espère, en regardant cette oscillation, que l'on va pouvoir lire ce qui est dit. C'est-à-dire, il fait un transducteur, il fait quelque chose qui transforme une énergie dans une trace. Et bien évidemment, il se rend compte que non, on ne peut pas lire. Sauf que cette trace, personne n'a pu l'entendre, parce que c'est sur du papier et qu'on peut pas mettre, on ne pouvait pas mettre une pointe de diamant dessus, ou un saphir, ou une aiguille. Eh bien, avec le laser, on a pu lire. Et ce qu'on entend, c'est magnifique, je vous le ferai écouter, c'est « Au clair de la lune » et puis ça s'arrête. Voilà, c'est quelqu'un qui, en 1860, dit « Au clair de la lune » et qui, finalement, fait passer dedans le présent du vivant. Et le sonore, c'est du présent. C'est ça qui est incroyable, quoi. C'est-à-dire que quand j'écoute sur une bande ma mère ou mon père qui sont décédés depuis longtemps, ils sont là. Voilà, ils sont là. On revit l'expérience au présent. Et l'expérience du présent, c'est quoi? Finalement, c'est le réveil de notre mémoire. Et c'est en fait un reset sur notre mémoire, parce que notre mémoire, c'est quelque chose qui s'efface au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de retransformer, de réadapter. Hein. Au fur et à mesure que je me souviens, la chose devient plus molle, plus lisse, plus floue, etc. Et quand je réentends, alors ça remet au présent ce passé que j'ai tant entendu et qu'il est là comme si il était là. Et le cerveau, du coup, se réintroduit les éléments. Et c'est ça, reconnaître. Finalement, écouter, c'est quoi? C'est reconnaître. C'est-à-dire que si je ne reconnaissais pas, je ne pourrais pas dire « c'est une moto et il y a du danger et je vais me faire écraser ». C'est parce que j'ai la moto dans ma tête, qui n'est pas une moto particulière, qui est une espèce de somme de toutes les expériences de la moto. Et d'ailleurs, notre mémoire n'est pas une mémoire sonore, c'est une mémoire globale. C'est la mémoire qui est autant olfactive, visuelle, tactile, etc. Et c'est ça la Madeleine. La Madeleine, c'est qu'il y a par un autre sens l'accès à quelque chose qui est de l'ordre de beaucoup plus. Par un objet, on accède à l'ensemble. Mais si on n'est plus... j'avais un philosophe du 19e siècle, Guyot, il s'appelait, c'est inspiré Nietzsche d'ailleurs. Guyot, il dit « Essayez de vous souvenir de votre enfance. Ce dont vous vous souvenez, c'est d'un lieu. » C'est-à-dire, vous êtes dans votre cuisine petit, ou vous êtes dans le jardin, ou dans la cour, mais c'est tout le temps à partir d'un lieu. Et c'est très étrange que notre mémoire fonctionne à partir des lieux.
C'est d'ailleurs pour ça que les gens qui travaillent la mémoire énormément le font à partir de la représentation d'une maison, des différentes pièces pour se souvenir. Ils mettent dans les différentes pièces ou le long d'une rue différents objets qu'ils entendent pour les mémoriser. Et ils peuvent vous raconter une liste incroyable comme ça. Nous avons une mémoire qui est constituée à partir d'une représentation spatiale. Donc le sonore, ce n'est pas à cet endroit qu'il se trouve. Et d'ailleurs, si j'essaye de me souvenir d'éléments sonores de mon passé, ils sont très très enfouis, quoi. On arrive à se souvenir de la voix de ses parents, de ses frères et sœurs, vaguement, quoi. Et pourtant, quand on entend quelque chose, et il a pu y avoir des années qui sont passées, instantanément, vous dites c'est un tel, ou c'est un tel, ou c'est un tel. Et mieux que ça, vous dites, cette personne est en train là d'hésiter sur tel mot, ou de pleurer, ou est très affectée, ou au contraire est très froide, etc. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que notre écoute se fait avec deux captations en même temps dans notre cerveau. Une partie part directement à l'hippocampe, aux hippocampes, il y en a deux, pour aller vers la mémoire profonde, pour stocker de l'information. Et une autre partie part du côté des centres qui sont contingents de ceux de la perception, en l'occurrence ceux du mouvement. Et Alain Berthoz, qui est professeur, enfin émérite maintenant au Collège de France, a écrit un bouquin qui s'appelle « Le sens du mouvement », qui définit comme étant un nouveau sens, comme il y a le goût, le toucher, etc. Le mouvement est un sens. Et il dit que les régions du mouvement sont tout à côté des régions de perception, de l'audition notamment. Et quand on écoute, si quelque chose est fort ou violent, on fait ça tout de suite. On n'a pas besoin d'aller se dire « Ah, c'est quoi? Il y a du danger, alors il faut que je lève mes bras pour me protéger. » Non. C'est-à-dire que les centres de mouvement sont embrayés. Et ce qu'ils ont vu avec la résonance magnétique nucléaire, c'est que tout le système neuronal est connecté. C'est ça qui est intéressant, pour répondre, mais que le geste ne se fait pas. Et quand vous êtes au cinéma, que vous avez devant vous quelqu'un qui vous donne un coup de poing dans la figure, eh bien, vous ne montez pas les bras, mais tous les liens neuronaux de votre organisme sont connectés pour faire ce geste. Donc il y a quelque chose qui inhibe, et donc ça c'est une des données très très importantes, c'est notre faculté d'inhibition, et on a des centres d'inhibition qui sont très importants, qui sont les mêmes qui font que je n'écoute pas ça parce que ça n'a pas d'importance, ou je n'écoute plus l'acoustique parce que j'ai compris que c'était un invariant, et donc je peux laisser tomber, il ne se passera pas de catastrophe de ce côté-là. Et cette fonction d'inhibition, elle joue aussi avec la mémoire. Elle est là pour être un espèce de centre de tri, quoi, qui décide ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Donc, vous voyez avec quoi il faut travailler, quoi. Je crois que si on comprend l'écoute, si on comprend comment on fonctionne, si on comprend comment nous sommes sensibles au monde, eh bien on a là, dans ces éléments-là, des facteurs qui vont nous permettre d'élaborer des règles de construction. Si on comprend comment on écoute, alors on va comprendre comment construire et comment reconstruire. Et cette question, c'est une question fondamentale, parce qu'on est à l'époque où, dans les écoles, on enseigne aux gens des procédures.
C'est-à-dire, on leur dit, mais le son, ça se fait comme ça, et tu montes ton bouton à tel niveau, voilà, il faut que ton modulomètre aille entre ça, et puis c'est comme ça que ça se fait, et basta. Et puis, voilà, perché, c'est comme ça, tu dois tenir comme ça, etc. Mais comment ils ont fait, ceux qui ont inventé ça? Comment ils ont fait? Ils ne savaient pas, quoi. Fritz Lang, quand on regarde M. le Maudit ou Le Testament du Docteur Mabuse, qui sont les premiers films sonores qu'il fait, hein, c'est 32, 33. L'arrivée du sonore, c'est entre 26 et 33, 34. Hein, ça met du temps. Les salles ne sont pas équipées toutes de la même façon. D'ailleurs, les films à l'époque étaient démontables. On pouvait remettre les panneaux pour les salles qui n'étaient pas équipées sonorement, et puis, ou les retirer pour... voilà. Eh bien, à l'époque, c'est très intéressant. À l'époque, il prend un monteur. C'est l'arrivée du montage. Parce qu'avant le montage, c'était le réalisateur qui le faisait. La fonction de monteur n'existait pas. Et c'est le monteur de Fritz Lang qui raconte ça. Il dit, mais le poste de montage est arrivé pour le son. Parce qu'avant, c'était les réalisateurs qui s'occupaient de ces bobines, de leurs bobines d'images. Et il avait des petites mains, évidemment, pour rouler les bobines, mais c'était lui qui montait. Et le poste, c'est ce qui est paradoxal, alors que maintenant, il y a le monteur qui s'occupe que de l'image, et puis ou des directs, et puis il y a le monteur son qui... Voilà. Mais on a resplitté tout ça, reséparé tout ça. Je vous montrerai un film où tout est pensé en même temps. Mais d'ailleurs, Cavalier, quand il fait ce Libéramé, tout est pensé en même temps. Et par exemple, Le Territoire des Autres, ce film magnifique, un film animalier des années 70, et un film où tout est construit en même temps. Le montage image, la fabrication du son, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de son du tout direct. C'est Michel Fano qui fait tout le son. Donc, on invente à un moment des procédures, on décide par exemple dans M. le Maudit que les scènes qui sont les endroits du climax, les endroits les plus importants du film, vont être silencieuses. Mais c'est du muet. C'est-à-dire qu'il retourne au muet au moment les plus forts. Si vous regardez M. le Maudit, les scènes essentielles qui sont le moment où M se fait prendre, il est au milieu d'une place, ça siffle autour, etc., et là, il est paumé au milieu de la place, il ne sait pas par quelle rue partir, c'est le silence total. Et la scène du tribunal de la Pègre, qui est à la fin du film, est totalement silencieuse. Il hurle parce qu'il est emmené comme ça de force, il est pris dans des caves, etc. On l'amène, on lui fait descendre un escalier, il hurle et puis il se retourne. Et là, il y a tous les gens qui sont là, un très grand tribunal, c'est le silence total. Mais ce n'est pas du silence, c'est le silence du muet. C'est-à-dire, à l'époque de Lang, le muet était encore dans le cinéma sonore. Et à un moment donné, le muet a disparu du cinéma sonore. Parce que le cinéma sonore a inventé le silence, comme disait Bresson, mais en fait, c'est relatif. Et cette question du silence, de son invention, c'est vraiment une question cruciale. Et on le voit là avec Lang. Comment, au moment où on attend le plus de choses, le fait de ramener au silence fait que supprimer de l'information, si vous voulez, vous met encore plus dans l'image. Moins vous donnez de son, et plus on pénètre l'image. Plus vous mettez de son sur un film, et moins vous regardez, moins vous voyez. C'est ça qui est incroyable. C'est que le son ne travaille jamais pour lui-même. Jamais. Il travaille toujours pour le film. Et le film, c'est avant tout de l'image. Ouais, mais est-ce que c'est un silence vide complètement, ou c'est un silence qui est quand même... Alors, les silences, ça c'est un truc très intéressant. C'est vrai que silence vide, tu dis, c'est ce que nous donne le numérique. C'est-à-dire que moi, quand j'ai travaillé avec Bonfanti en 78, un film qui s'appelait Le coup du singe, où un type se réveillait dans Paris un matin, et il n'y avait plus personne dans Paris. Donc il fallait inventer le son de ce film. C'est quoi le silence d'une ville comme Paris? Et du coup, c'était merveilleux, parce qu'à l'époque, on avait du souffle. Quand on mixait, évidemment, tout le truc était fait pour ne pas avoir, pour avoir le minimum de souffle. Donc on a inventé les chenillards, c'est-à-dire ces lampes qui passaient sous l'écran, qui avançaient. Quand elles arrivaient devant une barre, le son arrivait.
Donc tant qu'on voyait le son arriver, on fermait le fader, et puis à l'endroit où ça s'allumait, à l'endroit de la barre, on ouvrait, et puis on avait tout de suite les voix ou tout de suite les sons. Donc on pouvait diminuer les souffles, hein. Mais on avait des souffles. Et lui, la première chose qu'il m'a dit, Daniel, on va écouter les souffles. Et il m'a fait charger de la pellicule magnétique, on était en magnétique à l'époque, sur la dorsale. C'est-à-dire qu'au lieu que ça soit le magnétisme qui soit devant la tête de lecture, il mettait le dos de la bande. Ensuite, il mettait... Donc ça donnait un certain souffle. Il mettait ensuite la bande qui n'était pas magnétisée devant la tête. Ça donnait un autre souffle. Ensuite, il mettait la bande magnétisée, mais avec le fader fermé. C'est-à-dire pas de son dessus. C'était encore un autre souffle. Il mettait la bande magnétisée avec le fader ouvert, mais dans un lieu silencieux, l'audi. C'était encore un autre souffle. Et puis ensuite, on faisait des silences habités, des choses comme ça, où il y a quelqu'un dans la pièce et qui bouge un peu, mais à peine, et qui fait exister l'espace. Et effectivement, on avait encore un autre. Et c'est à partir de ça qu'il m'a dit, mais là, tu vois à peine les différences, mais tu vas voir, si on les monte et si on les place par rapport aux images, ces deux souffles qui sont différents, tu vas le sentir différemment. Et donc, on a commencé à travailler là-dessus, sur le rien, quoi, sur les différentes natures du rien. Puis après, on a travaillé sur... Moi, j'allais faire des fonds de soufflerie. Je me souviens, Beaubourg venait d'être construit, et j'allais prendre les souffleries au fond des tuyaux de Beaubourg. Je prenais des petits battements de volets sous le vent, des vents dans différentes natures d'arbres, des choses comme ça, des gouttes qui tombent. Et du coup, on a commencé à placer tout ça avec le monteur qui venait tout le temps. On écoutait en grande écoute. Ça, c'était formidable. Parce que maintenant, on écoute sur des petites enceintes autour de l'ordinateur. Maintenant, avec Garel, moi j'ai travaillé beaucoup avec Philippe Garel, 15 ans, on enregistrait ses musiques. Il ne voulait pas qu'on soit en studio. Il voulait qu'on ait une grande projection. Et du coup, on allait dans des audis de mixage, parce que je pouvais changer l'acoustique du lieu. Et en fonction de l'acoustique que j'avais, et de la musique qu'il allait y avoir, souvent c'était du piano, mais il y avait des fois des quatuors à cordes, même un sax, il y avait Barney Whelan pour un film, mais c'était souvent des solos. Mais je choisissais l'auditorium, et il me disait, on va choisir les audis, donc on se baladait, on allait voir, et moi je prenais des risques, parce que je n'entendais pas la musique dans ces lieux, j'y allais à plat comme ça. Alors pour le disque, moi je trimballais toujours des musiciens avec moi, même dans une église, quand j'avais à faire une prise de son dans une église, je prenais un flûtiste ou quelqu'un, je le déplaçais dans le lieu pour trouver les endroits acoustiquement, parce qu'il y a des acoustiques dans un lieu, il n'y a pas une acoustique. On met des orchestres dans le transept au milieu, mais c'est le pire endroit acoustiquement, quoi. Du côté de la porte, c'est 1000 fois mieux. Mais voilà, donc je disais, mais cet audi, ok, ça va, on a le cubage qu'il faut, je peux varier mes acoustiques en tirant les rideaux ou pas, et donc je vais pouvoir avoir différentes couleurs, parce que je ne veux pas faire une musique qui soit à plat sur le film, mais qui, à certains moments, soit d'une façon ou d'une autre. Et du coup, je faisais 3 systèmes de prise de son différents. Un qui était très proche, pour toutes les parties petites, où j'ai besoin d'avoir le toucher, quoi, où j'ai besoin d'avoir les harmoniques, où j'ai besoin d'avoir les résonances. Hein. Avec Garel, par exemple, on peut avoir... Et il est magnifique de ce point de vue. Il ne s'occupe pas beaucoup du son, mais il a des intuitions, et je crois que c'est vraiment important, les intuitions. Et par exemple, sur une scène où il doit y avoir la musique, il laisse le silence sur la scène, et il fait rentrer la musique après un temps de silence. C'est pas au moment où la scène, où la musique peut arriver, on démarre la musique, non. Il creuse d'abord, et puis il amène la musique, qui dure un certain temps, et puis on rentre dans le plan suivant, et on a encore la résonance de la musique, ou pas, mais il peut faire ça, et il peut faire tenir les résonances très longtemps pour qu'il y ait quelque chose qui vibre encore sur le plan d'après. Et ça, on ne peut l'avoir que si on est en proximité. Mais
Et du côté plutôt des graves, donc je mettais souvent des systèmes d'omni au bout de la queue des pianos, parce que même l'aigu, ça met en résonance sympathique, en sympathie les cordes graves, et ça fait du sustain, ça maintient la vibration longtemps. Et je mettais un système plus loin qui me permettait d'avoir un plan plus large. Hein. On ne fait pas une photo de groupe avec des photomatons, hein, ça ne marche pas, quoi. Donc un plan plus large pour avoir le corps, tout le corps du piano, et puis un plan encore plus large pour pouvoir avoir un peu d'air, quoi. Et selon les moments, je dosais l'un et l'autre. Et quand je faisais ça, j'avais des micros qui étaient... À chaque fois, j'avais un petit préampli, j'écoutais au casque mes places, je cherchais ma place, je posais sur un pied, je prenais l'autre système, pareil, et je ramenais tous les micros à la console, et à la console, je comparais les deux pendant que l'accordeur travaillait. Je comparais les trois. Et s'il y en avait un qui ne marchait pas bien, je retournais déplacer celui-là pour retrouver la place. Et quand on démarrait avec le... Parce qu'on avait peu de temps, même si on travaillait sur 3 jours, c'est pas beaucoup en même temps. Et quand on démarrait, j'avais mes niveaux, j'avais mes plans, j'avais tout ce qu'il fallait, quoi. Et je pouvais, comme ça, selon les situations, changer, etc. Parce que je savais que Garel disait au mixeur, tu ne vas rien changer au niveau des... Et ce qui est con, parce que moi, mes niveaux, je ne les faisais pas avec la bande-son du film. Je pouvais la voir, mais je ne pouvais pas la mixer direct, je ne pouvais pas évaluer les deux. On l'avait parce que je l'avais dans une oreille pour pouvoir savoir à quel moment rentrer et sortir. Mais ce n'est pas un mixage, quoi. Lui, il ne voulait même pas de copie, quoi. On enregistrait directement en tripiste sur la 35 dans la cabine. C'est pour ça qu'il ne voulait pas de studio, quoi. Il ne voulait pas du tout de studio. Il ne voulait pas une petite image, etc. Et ça a servi. Parce que pour un plan, je me souviens, dans un film, il y avait une séquence où un type était assez désespéré. Il était sur une plage tout seul la nuit. Il venait d'arriver, il avait laissé sa bagnole sur la plage. Et c'était Barney Whelan qui jouait. C'était magnifique, Barney. Barney, c'est le saxophoniste qui joue avec Miles dans l'ascenseur pour l'échafaud. Un très, très grand saxophoniste français, sous-considéré. Et Barney commence à faire quelque chose, justement, très près, avec beaucoup d'air, pour être avec lui dans cette intimité, sur cette plage très grande, et où on voyait à une bonne distance une maison à peine éclairée. Et à la fin, je ne sais pas pourquoi, il dit, quand on a revu les trucs, parce qu'on regardait ce qu'il avait fait en fin de journée, et il dit, non, là, il faut que je rajoute un piano. Un piano. Et d'abord, on n'était pas équipé pour faire du recording, mais on le faisait. Et je me dis, mais on va paumer toute cette intimité, parce que le piano, il va falloir le mixer à égalité avec le sax, etc. Et puis ça ne va pas. On va casser, quoi, cette sensibilité. Et j'ai eu une idée, une intuition, parce qu'on était en grand écran. C'est que la petite maison, je me suis dit, le piano, il est là-bas. Et j'ai mixé donc le piano beaucoup plus petit, plus bas, comme s'il était au loin. Je n'ai pas fait le truc carrément avec le filtre, mais quand même. Et du coup, on gardait cette proximité. Eh bien ça, j'aurais jamais pu le faire sur un petit écran. Jamais. C'est-à-dire qu'être dans les conditions de la projection, c'est être dans le contact, dans la sensibilité du corps à corps que l'on a avec l'image. Et le sonore doit se situer à cet endroit, à l'endroit du corps à corps. Du toucher, comme je disais tout à l'heure. Et ça, il n'y a pas d'école pour ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de procédure. Hein, on vous dira, bon, ben voilà, on mixe comme ça. Mais même, je vois ça dans les bouquins, quoi. On vous dit où placer les micros, comment placer les micros. Moi, quand j'étais jeune, j'y allais à fond, quoi. Je lisais tout ça, je me disais, j'y croyais dur comme fer. Hein. Pour faire un piano, il faut mettre les micros là. Bon. Puis j'essayais, puis c'était pas ça. Oh non, c'était foireux, ça. Et on met du temps. Et heureusement, j'ai rencontré des musiciens complètement cinglés qui me disaient Daniel, j'ai pas de blé, on ne peut pas aller en studio, est-ce que tu as un endroit pour enregistrer? Moi, je disais non, mais comme je travaillais pour le théâtre, je disais on peut aller en forêt la nuit.
J'allais faire des ambiances, etc. Et j'emmenais les musiciens en forêt la nuit. Et c'était génial, on avait un son magnifique avec l'adoucissement des troncs d'arbres. Et puis après, même enregistré en bagnole. Les musiciens dans la voiture, on descendait dans un parking, ils jouaient là, avec Nicolas Frison. J'ai même mis les musiciens sur patins à roulettes dans un parking, et ils se trimballaient, ils avaient des chaînettes derrière pour qu'on entende tout le temps leur déplacement. C'était pour une musique de ballet, sur la circulation justement, et c'était magnifique. Et il y avait les voitures qui rentraient dans le parking, etc. Mais voilà, il n'y a pas de lieu pour mettre... Il s'agit de mettre en scène le son, voilà. Et on ne pense pas le son comme étant un objet digne d'une mise en scène. Mais si on ne met pas en scène le son, qu'est-ce qu'on met en scène? Les acteurs? Mais les acteurs, c'est des machines à son, quoi. Par leur corps, par leur façon. Je veux dire, si je suis comme ça, je ne parle pas de la même façon que si je suis comme ça. Et ça s'entend dans la voix. Et quand je vois les doublages qui se font, des séries à la télé, c'est dramatique, quoi. Les voix sont tout le temps les mêmes, la même façon, les acteurs sont à la barre, comme ça, à la distance constante au micro. Alors, heureusement, de temps en temps, il y a des réalisateurs qui travaillent ça, quoi, qui déplacent, qui font travailler à la perche, même en Audi, pour faire les doublages, qui retravaillent tout à la perche. Parce que le corps vivant, c'est pas du tout quelqu'un qui est derrière le micro et qui va doubler, quoi. Déjà, il n'y a pas la langue, alors... il n'y a pas le son de la langue, quoi. Donc il s'agirait de cela. Il y aurait quelque chose qui serait de deux façons. Il y aurait quelque chose qui serait de l'ordre d'une dramaturgie, à penser avec le sonore, et qui vient d'une mise en scène. C'est-à-dire qu'une mise en scène est là pour organiser la dramaturgie. Et le sonore est un objet sensible. Et pour que le partage du sensible puisse s'établir, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une reconstruction par le creux, par évitement, d'une reconstruction qui va travailler avec le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas tout en même temps. C'est que les choses doivent arriver les unes après les autres. Et justement, quand on était à l'époque des magnétiques, ou encore mieux à l'époque de l'optique, puisqu'à l'optique, on avait 5 ou 6 déroulants seulement. Hein. Le son était en optique. Et on ne pouvait pas réécouter le mixage tout de suite. Il fallait faire développer les pellicules pour pouvoir réécouter le lendemain ou le surlendemain. Donc, et on ne pouvait pas donc dropper. On était obligé de faire une bobine entière, c'est-à-dire 10 minutes, mixer 10 minutes d'un coup. Donc, évidemment, ils avaient les sons les uns derrière les autres parce qu'ils n'avaient pas assez de pistes. Ils étaient obligés de finir un son pour rentrer l'autre. Lang, soit le Maudit ou le Testament, il travaille en tripistes. Donc il reprend, il a le tic-tac de la pendule dans la maison dans le Maudit, avec la mère qui est en train de faire la cuisine, et puis qui raccorde avec l'église qui sonne midi. Donc ça, on l'a sur une deuxième piste. Et puis on sort dehors, on quitte le tic-tac et on met à la place les klaxons des voitures. Et on arrive comme ça à enchaîner les choses en tuilant l'un avec l'autre. Mais cette économie, qui est celle d'une pauvreté, eh bien, elle est très utile parce que ça fait qu'on est obligé de quitter les sons. Or, notre cerveau, comment il fonctionne partout dans la vie, c'est sans arrêt en quittant les sons. Nous n'arrêtons pas de décrocher et d'abandonner les choses. Donc, à quoi ça sert de faire courir les ambiances en permanence derrière une construction cinématographique? Ça ne sert à rien, quoi. À quel niveau? C'est l'histoire de la pluie dont je vous parlais. Comment j'ai résolu ce truc? C'est-à-dire qu'au bout de quelques minutes, on en a marre de la pluie, mais il y a marqué « il pleut ». Comment faire? Eh bien, la seule façon, c'est de travailler en dessous du niveau des voix, pour que dans les silences entre les voix, elles réapparaissent,
Mais quand elle réapparaît, il ne faut pas la faire réapparaître à l'endroit où elle était, mais à un autre endroit, dans un autre événement. Donc, si là, la pluie était sur du gravillon, là, la pluie sera sur une vitre ou sur une verrière, et là, la pluie sera à nouveau une pluie d'été avec des gros grains de pluie, ou sur un toit, ou sur une gouttière en zinc, ou là, ça sera un égout qui va déborder, ou là, etc. C'est-à-dire qu'il s'agit de délocaliser à chaque fois la chose pour qu'elle soit à nouveau nouvelle, et qu'elle soit nouvelle dans un nouveau régime d'expression. Et là, évidemment, pour chaque spectateur, c'est une redécouverte. Comme nous, dans la réalité du monde, on redécouvre quoi? Eh bien, d'un seul coup, on dit « Oh là là, qu'est-ce qui tombe ?» Mais c'est parce qu'il y a eu une variation de régime de la pluie qu'on la repère. Sinon, on n'avait pas besoin d'y retourner. On avait compris qu'il pleuvait. Vous voyez? Donc, il s'agit de remettre en scène une dramaturgie, c'est-à-dire une façon d'amener les choses, de les retenir. Enfin, c'est libidinal, quoi. C'est un dispositif libidinal. C'est combien j'en mets, à quel moment j'en mets, jusqu'où je vais. Si je donne des baisers tout le temps, l'autre, il n'en veut plus des baisers. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la rétention, ou au contraire, d'une concentration, d'une accélération, d'une épaisseur, ou au contraire, de vider le siphon, quoi. Donc on peut... C'est pour ça que quand on dit on va prendre les sons sur une sonothèque, alors on va sur Internet, il y a des sonothèques, il y a des milliers de sons, mais c'est zéro, quoi. Zéro, quoi. Pourquoi? Parce qu'un son, c'est pas une sonothèque. Une sonothèque, c'est portière de voiture. Voilà. Mais portière de voiture, comment, quoi? D'abord, quel type, etc. À quelle distance? Donc ça marche déjà pas, parce que c'est pas la bonne distance. Mais surtout, sous quel geste? Parce que ce que j'entends dans la portière de voiture, c'est que le mec, il est énervé, qu'il claque sa portière parce qu'il va cogner l'autre qui lui a éraflé sa voiture. Vous voyez? Et son geste avec la portière, c'est pas simplement une portière de voiture. Et c'est pour ça que le bruitage. Et qu'est-ce qui est la spécificité du bruitage et la force du bruitage? C'est que c'est le bon geste, c'est pas le bon objet. On s'en fout de l'objet portière. C'est le bon geste. C'est ça qui est formidable. C'est que le bruiteur, en fait, il ne s'occupe pas... Lui, il choisit un matériau qui va sonner le mieux par rapport à ce truc. S'il veut rendre la portière encore plus déglinguée, il va choisir une portière pourrie, quoi. Et elle sera juste, alors que c'est une très belle bagnole. Mais c'est la façon dont il va fermer, ou au contraire, légèrement, ou en douce, ou s'appuyer dessus pour faire clac avec les fesses. Vous voyez? Et c'est ce geste... Mon prochain bouquin, je voulais l'appeler comme ça, c'est le geste qui compte. Mais c'est vrai que c'est le geste qui compte, quoi. Et le son, c'est le son d'un geste. Donc il y aurait là, à cet endroit, de la reconstruction, quelque chose qu'il faudrait rejouer en relation à l'image pour qualifier l'image, c'est-à-dire fabriquer un écart avec ce que je vois qui me dirait ce que je vois dans une interprétation qui serait finalement une écoute de quelqu'un. On donnerait à écouter non pas un objet, mais une écoute de quelqu'un. Quelqu'un qui se dirait, eh bien là, Rob Grillet a fait ça dans ses films avec Fanon. Quand il fait... L'homme qui ment, donc ça ne rajeunit pas, c'est les années 70, eh bien, c'est Fanon qui lui propose, au lieu d'avoir un son de mitraillette dans la forêt, d'avoir un pic vert. Hein? Et puis à un moment, au lieu d'un pic vert, il y a une mitraillette. Mais si vous voulez, c'est cette ambiguïté qu'il y a dans le son où on se dit, mais est-ce que c'est les Allemands qui sont là et qui sont en train de liquider les gens résistants ou pas? Et il y a là quelque chose, à un moment crucial, qui fait qu'il y a une incertitude. Et cette incertitude, c'est quoi? C'est que du sensible, l'incertitude. Et c'est quelque chose qui fabrique... Alors, tout le nouveau roman, Rob Grillet, c'était évidemment le nouveau roman, tout le nouveau roman est conçu sur la question de l'incertitude.
c'est toujours l'hypothèse, quoi. On part sur une hypothèse. Il a fait ça dans le film d'après, qui s'appelle Trans-European Express, avec Trintignant, qui montre un groupe de gens qui écrivent un scénario. Ils sont dans un compartiment du Trans-European Express qui part à Amsterdam. Et il parle d'un héros, etc., qui fait un trafic de stupéfiants. Et monte là, et rentre dans le compartiment, quelqu'un, c'est Trintignant, qui est leur héros. Et il est là, quoi. Et puis voilà, et puis on part sur une hypothèse, et puis voilà, lui, il réalise cette hypothèse, et puis non, il revient en arrière, et il change d'idée, et puis Trintignant joue l'autre hypothèse. Mais c'est parallèle, on ne sait pas qui est quoi, et qui fait quoi. C'était cette époque-là, quoi. Mais ce qui était très beau à cette époque, c'est que Fano avait compris ça. Fano était quelqu'un de très étonnant. C'était un compositeur, Michel Fano. Il avait fait le conservatoire supérieur, toutes les classes d'harmonie, de contrepoint, tout le truc. Brillant. Il était élève de Messiaen. Il est parti faire la guerre en Algérie. Il est revenu. Il m'a dit, je ne pouvais plus écrire. Après l'épreuve de l'Algérie, je ne pouvais plus écrire. Et du coup, il s'est mis à aller sur les plateaux de tournage, à faire du son. C'est un des premiers à utiliser le Nagra sur les plateaux. Et puis avec cette idée musicale, alors d'abord, il a été producteur, il avait de l'argent personnel. Donc il a produit Hiroshima Mon Amour, coproduit. Il a coproduit l'année dernière à Marienbad, excusez du peu. Il avait de bonnes intuitions à l'époque. Et il est appelé... Ah oui, il va voir Rob Grillet parce qu'il a lu Les Gommes, qui est un roman qui a beaucoup de succès à l'époque. Et il dit à Rob Grillet, je voudrais les droits pour pouvoir tourner un film, de tourner. Et Rob Grillet lui dit non, je me le garde, etc. Rob Grillet ne le mettra jamais en scène, mais bon. Mais ils se rencontrent et il dit je sais que vous avez produit tel film, vous pouvez produire mon premier film peut-être, et ça s'appelle L'Immortel. Et Fano produit L'Immortel. Et Fano commence à travailler le son sur ce film. Et il commence à travailler sur la nature des cigales. Il commence à les trafiquer, à les filtrer, à faire des phasings, pour que la réalité du monde change un peu, devienne un peu plus étrange, quoi, etc. Et ils vont faire un couple qui marcherait bien, ils vont continuer sur les films ensuite jusqu'à... Je ne sais plus, il doit en faire 6 ou 7 avec lui. Le dernier, je ne sais plus ce que c'est, mais bon. Un glissement progressif du plaisir, puis après il y en a un autre encore. Mais voilà, et Fano il appelle ça la partition sonore. C'est-à-dire qu'il est à cheval entre musique et son. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il ne fait pas une musique qui viendrait comme un récit, qui viendrait recouvrir ou nous dire comment il faudrait qu'on entende telle situation, mais il ramène la musique au même niveau, dans la même fonction que le sonore. Il peut, sur une scène, je vous montrerai ça aussi, c'est la prochaine séance, il y a dans ce film qu'il a fait, ce film animalier, il y a une scène où on voit la naissance de la vie, un embryon, un œuf qui se transforme et qui devient un oiseau. Et donc ça, pour le filmer, ils ont galéré, parce qu'évidemment, avec la lumière, ça chauffait l'œuf et l'œuf cuisait. Et puis, donc ils ont fait je ne sais pas combien de milliers d'œufs pour pouvoir réussir un plan ou deux. Mais, donc il y a ce plan, cette naissance, c'est un film animalier sur tous les animaux d'Europe. C'est pas un lieu, c'est pas un type d'animal, c'est à la mer, c'est à l'intérieur, dans les forêts, n'importe où. Ça va jusque en Afrique du Nord et ça monte jusqu'au cercle polaire. Mais ce que l'on a, c'est quelque chose qui est de la relation de ces êtres entre eux et de leur relation avec l'homme. Ça commence avec le Torrey Canyon, le pétrole, les oiseaux, voilà. Donc on voit les nappes de gasoil
sur l'eau. Et à la fin du film, le film finit avec un oiseau qui n'arrive plus à vivre. Et en fait, c'est le premier film écolo, quoi. C'est 70, en 1970 qui sort. Et c'est un film qui va être très bien reçu, qui va rester sur les Champs-Élysées pendant un certain nombre de semaines, et qui va être proposé pour les Oscars d'Hollywood, et qui a plein de prix, et que Wells adorait. Et Wells a écrit un texte sur ce film formidable. Il disait que toutes les générations à venir devaient voir ce film. Et ce que fait Fano sur ce film, sur cette scène de l'œuf, c'est qu'il nous met le son d'une battue. Et c'est une battue qu'il enregistre en Alsace avec les gens qu'on les voit comme les Allemands, et les chiens qui passent, et les oiseaux qui s'envolent. Et c'est quelque chose extrêmement... avec les bâtons qui tapent comme ça contre d'autres bâtons. Et on a, voilà, sur un plan de... Alors ça peut paraître comme ça, premier degré, et en fait c'est d'une force incroyable, parce qu'on ne s'attend pas du tout à ça, et la progression arrive peu à peu, pour retourner au silence. Et tout le travail sonore de ce film, c'est en discutant les points de synchro, c'est-à-dire c'est jamais synchronique. Les entrées des sons sont avant l'arrivée de l'image, pour annoncer l'image, ou bien on a le son de l'oiseau qu'on va voir dans le plan d'après sur ce plan-là, où on voit un autre oiseau, puis on passe au plan d'après, on entend l'oiseau du plan qui va succéder encore, donc on a des espèces de chaînages comme ça, d'éléments sonores, qui dynamisent énormément le regard. Mais jamais on a une musique qui nous dirait le violon pour... voilà, jamais il y a de l'emphase comme on a pu avoir sur Microcosmos ou sur tous ces films animaliers. C'est tout l'inverse, quoi. On a des sons qui sont liés à l'énergie, il choisit son instrumentation en fonction de l'énergie. Il y a un faisan qui picore, il y a toute une scène de tablade en dessous, etc. Il y a une chouette magnifique avec un tic-tac de pendule. Donc si vous voulez, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un jeu du sonore avec les images. Et pour un film animalier, ça marche magnifiquement, quoi. Donc, tout ça, je vous dis tout ça pour la liberté, voilà, la liberté. Je crois que ce qui est le plus important par rapport au sonore, c'est qu'il y a de la liberté, que le sonore sera toujours le sonore des images. De toute façon, quand on ramène du sonore sur une image, ça devient le sonore des images. On le définit comme hors champ ou je ne sais pas quoi, mais c'est à tous les coups le sonore de l'image. Mais on essaie tout le temps de se resserrer à l'image, faire le son de l'image, c'est une connerie, mais monumentale. Plus on s'éloigne, plus on tire, plus on s'étire, plus c'est puissant. Plus on vide, plus on retire d'éléments sonores, plus c'est puissant. Faire simple, quoi. Kurnowski, qui était le prince des gastronomes, il disait toujours « faites simple ». C'est ça, comme dans la cuisine, c'est les produits qui sont importants. C'est pas les sauces, c'est pas les jus mercenaires, comme il disait. Non, c'est les produits, quoi. On retrouve les produits. C'est magnifier les produits. Et plus il y a de produits, moins on les discerne, quoi. C'est quoi l'assemblage? C'est quoi le jeu du deux? De le regard de l'un par rapport à l'autre. C'est ça, c'est le relatif par rapport à l'autre. Par moment, il faut que ça soit un peu anisé, et des fois pas du tout, quoi. Au contraire, il faut que ça soit très poivré, ou au contraire, il faut que ça soit presque terreux, au contraire. Vous voyez? Et le sonore, c'est le lieu de la sensation, mais c'est la sensation avant le sens. C'est-à-dire, quand je reçois un son, d'abord c'est la sensation, je me prends la claque. Après, je comprends pourquoi. Donc, il y a deux façons de le prendre, ce sonore. C'est quelque chose qui serait d'abord de l'actif, de l'action, du geste, du mouvement. Cinématographe, ça veut dire écriture du mouvement. Ça ne veut pas dire image et son. Ça veut dire écriture du mouvement. Donc, le sonore, c'est que du mouvement. Il n'y a pas de stase dans le sonore. L'image, c'est pas forcément du mouvement. Un plan fixe où il n'y a rien dedans. Parfois un peu. Hein, le plan sur l'Empire State Building qu'a fait Andy Warhol,
pendant 8h30, plan fixe, avec les lumières dans l'Empire State Building qui s'allument dans la nuit. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est qu'il nous montre finalement quelque chose que l'on ne sait pas voir, c'est-à-dire rester dans le regard longtemps et essayer de comprendre ce que c'est regarder, quoi. Pour écouter, c'est beaucoup plus difficile parce que la chose s'évanouit au fur et à mesure qu'elle s'annonce. C'est-à-dire, il y a un son qui surgit et puis il n'y en a plus. Voilà, c'est déjà de la mémoire, quoi. Le déjà de la mémoire que je viens de dire, il est déjà passé. Donc il y aurait quelque chose qui serait, disons, quelque chose qui serait de l'ordre d'une dramaturgie du surgissement. À quel moment, quel élément, à quel moment c'est le plus judicieux de le faire entrer, mais surtout, comment le virer? Et ça, c'est une des choses les plus importantes. C'est-à-dire, c'est quoi perdre? Et comment perdre? Alors ça, c'est le plus difficile. Organiser la perte. Et des fois, c'est nécessaire de perdre. Mais même, moi j'ai enregistré des fois des choses avec le micro dans un placard, quoi, en dessous des chiffons, pour justement avoir une chose floue, presque rien, pas sentir. Même les musiques, hein. Je pourrais vous montrer la musique d'un film sur James Ensor, sur le peintre belge, où j'ai enregistré depuis les pièces d'à côté, ou avec des couvertures sur le piano, ou du papier de journal dans les cordes, pour faner, pour retrouver la touche d'Ensor, de cette matière, de la plastique, de la touche. C'est vraiment quelqu'un qui a inspiré Van Gogh. Hein, il y a quelque chose dans la matière de la touche, quoi, qu'il faut sentir. Et on avait décidé pour ce film d'avoir que des claviers, hein, piano, clavecin, piano à queue, piano droit, et puis un piano indien, un soufflet. Et tout travaillait avec ça. Et même la pianiste bloquait les pieds pour pas qu'elle mette les pieds sur les pédales, pour pas qu'il y ait de sustain. Pour que quand elle lève les doigts, le son s'arrête. Pour qu'on soit tout le temps dans quelque chose voilà, qu'on amène. Et c'est ça, je veux dire, enregistrer une musique de film, il faut décider en fonction de ce pourquoi on fait. On ne le faisait pas du tout là sur l'image. On le faisait sur les tableaux, sur des reproductions de tableaux. Et on travaillait tableau par tableau, situation par situation, où il nous disait, là par exemple, sur ce tableau, je vais partir du Christ qui est au milieu, et puis je vais ouvrir, et puis on va voir le Christ au milieu d'une manif avec des banderoles et tout. Et voilà. Et donc on travaillait là-dessus, sur cette façon d'amener la fanfare, etc., au bout d'un moment. Vous voyez, il y a quelque chose qui est, quand je dis une dramaturgie, il y a un récit à construire, mais en creux, avec des signes, avec des éléments, mais tout ça, c'est pas forcément en étant littéral, quoi. C'est pas complètement frontal. Des fois, c'est donner une ébauche, une sensation, quelque chose qui ferait penser à, quelque chose qui serait de l'ordre d'une évocation, et dont on n'est pas sûr, même pas sûr de l'avoir entendu, quoi. Est-ce que j'ai bien entendu? Parce que c'est ça qui est formidable, quoi. Quand il y a de l'incertitude. Le principe d'incertitude. Hein. Les physiciens qui travaillaient là-dessus, théorie des quanta et le principe d'incertitude.